Petite pause repas. Merde. Mange dans un cinéma. Le jour où tu peux amener un McDo dans un cinéma, tu m'appelles. Voilà le Capitaine exténué après seulement le premier film de la trilogie. Ouais, franchement, c'est long, hein. Mais il y a de la bagarre. Ça me détend quand il y a de la bagarre. Voilà, bonjour à tous. Présent, je m'appelle Jouli. Alors, avis sur le deuxième? Faut qu'il y ait de la bagarre. Là, faut me réveiller, faut qu'il y ait de la bagarre. Non, sur le deuxième, pas le troisième. Ah, sur le... J'ai dormi au moment clé du truc. Il y a Evangeline Lilly. Evangeline Lilly, si tu vois cette vidéo, je quitte tout dans ma vie pour toi. Et depuis que je t'ai vu dans Lost, bah, je suis plus perdu, moi, en ce qui me concerne. Encore plus dur que le premier. J'expérimente des trucs pour cette émission. Il faut savoir que je sors d'une semaine de 96 heures dans ma réalité, que là j'enchaîne sur un week-end où il y a tournage, où il y a trop de trucs. Mes semaines surchargées. Pas de répit. Je prends pas de cocaïne. D'ailleurs, touchez pas à la drogue, on rappelle que c'est interdit. La drogue c'est mal, vous voyez. Pas toucher à la drogue. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, the pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. I cannot guarantee his safety. Understood. Nor will I be responsible for his fate. You'll have a tale or two to tell when you come back. Can you promise that I will come back? No. You have but one question to answer. How shall this day end? Et voilà, et c'était l'introduction de la débriefologie de ce mois-ci, avec, comme à chaque fois, donc on rappelle, qui est présenté avec le Capitaine, Gonzo et Raven, ici présent, qui m'emmène bien le bonjour à tous et bien le bonsoir à tous et à toutes. Et le concept de la débriefologie, c'est que nous voyons donc une saga. Alors on a vu des dilogies, on a vu des trilogies, on a vu des tétralogies. Et donc là, c'est la trilogie du Hobbit qui a été réalisée par Peter Jackson, qui est tirée de la célèbre œuvre de Tolkien. Tolkien, c'est ça. Ouais. Et je vais laisser Raven. Donc pour la petite introduction, nous l'avons vu au Club de l'Étoile. Oui. Bah ouais, comme on a vu, ouais. Qui est un cinéma indépendant à Paris, qui a des marathons qui sont organisés par le Club de l'Étoile avec une intervention de Rafik Djoumi, qui travaille pour le magazine Rocky Rabbin. On en a discuté pas plus tard qu'il y a 2 jours durant la BDR Gaming. C'est ça. Et je vais laisser Raven nous présenter le casting du film. Voilà, avant de planter on va le synopsis. parler du casting, bien sûr. Donc réalisé, comme il l'a dit, par Peter Jackson, mais aussi scénarisé par ses soins. Au scénario, on retrouve aussi Fra Walsh, sa femme, qui a aussi œuvré sur la trilogie Seigneur des Anneaux. Okay. On retrouve aussi Philippa Boyens, qui a elle aussi travaillé sur la trilogie de Seigneur des Anneaux. En fait, les 3 scénaristes, c'est les mêmes. Hein, ça n'a pas changé, mais elle a aussi travaillé sur King Kong et Mortal Engine, donc elle est attachée à Peter Jackson. Et il y a aussi, on y reviendra un peu plus tard, marqué au générique, Guillermo del Toro, parce que c'est une saga compliquée et on y reviendra après. Donc, comme il l'a dit, c'est tiré de l'œuvre de Tolkien. Alors, on va passer sur les acteurs. Bonsoir Ali Tena, du coup. Ah oui, on a une invitée de marque. Oui. Bonsoir Ali Tena, oui, nous fait faut plaisir. Pas gaffer, attention. Non, t'inquiète pas, j'ai discuté avec elle, je reviendrai. Source d'inspiration extraordinaire. Les acteurs, hop, donc le réalisateur ici, monsieur Peter Jackson. Hein. On va passer aux acteurs. Donc là, il y a
peu d'images, mais il y a énormément d'acteurs. Donc on retrouve Ian McKellen en Gandalf, bien sûr, qui a joué dans X-Men. On retrouve Martin Freeman, qui a joué dans H2G2 et dans les derniers Avengers, dont Black Panther, si je me souviens bien. Il y a Evangeline Lilly, de Lost, bien sûr. Et de Ant-Man. Oui, c'est vrai. Et c'est fou que beaucoup du casting a joué dans un film Marvel, quand même. Hein. Voilà. Et donc, Lee Pace, je dirais, ouais, voilà, qui a joué dans Captain Marvel, Luke Evans, qui a joué dans Message from the King, et je vous conseille encore de regarder Message from the King, je pense que je le conseille pratiquement à chaque débriefologie et débrief film. Il y a Benedict Cumberbatch dans la voix de Smaug, qui a joué dans Sherlock, et là on va passer pour les nains, donc je vais pas énoncer les films de chacun des acteurs. Il y a beaucoup de nains. Voilà. Il y a Richard Armitage, Ken Slott, Graham McTavish, Peter Hambleton, Mark Adlow, William Kircher. Ah, je savais que j'avais buté sur ce mot-là. Donc ces 3 derniers noms ont joué aussi les 3 trolls qu'il y a dans le film. Il y a Stephen Hunter, Dean O'Gorman, Aidan Turner, John Callen, Jed Brophy et Adam Brown pour les nains du film. On retrouve un casting qu'on connaît des Seigneurs des Anneaux, donc Orlando Bloom qui a joué dans Pirates des Caraïbes, Hugo Weaving qui a joué dans Matrix et V pour Vendetta, Cate Blanchett qui a joué dans Thor Ragnarok, Andy Serkis qui a joué dans King Kong et la planète des singes et qui cette fois-ci passe à la réalisation de la seconde équipe de tournage sur les 3 films. On retrouve bien sûr Elijah Wood en intro et on retrouve aussi les regrettés Ian Holmes et Christopher Lee qui ont d'ailleurs tourné leurs scènes dans des studios à Londres pour des raisons de santé. Et on rappelle qu'ils avaient chacun 80 ans pour Ian Holmes et 90 ans pour Christopher Lee. Ah ouais, pas de retraite pour les gars là. C'est bon, c'est bon. C'est déjà pas mal, c'est une colonie de vacances qui a tourné ce film. Alors pour commencer l'histoire, il faut savoir que Bilbo est un hobbit qui est au chômage. Et qui vit dans sa... Il y a beaucoup de chômage quand même. Hein. Ouais, il y a beaucoup de chômeurs chez les hobbits, ça taffe pas des masses. Mais on leur en veut pas. Il vit une vie peinard, à fumer la pipe, à regarder les gens passer, et il croise la route de Gandalf. Gandalf qui vient à lui et qui lui parle d'aventure, et puis Bilbo il est pas très chaud. Bilbo il aime bien regarder téléfoot, rester tranquille chez lui, mater ses séries Netflix. C'est-à-dire que quand t'as quelqu'un qui a un certain âge qui vient te proposer de te balader, bah Bilbo il était pas chaud. Puis Bilbo a un certain âge aussi, parce que je crois que les hobbits ne vieillissent pas comme les humains. Ouais, ils vieillissent pas comme les humains, les hobbits. Donc Bilbo il refuse de partir à l'aventure, mais Gandalf laisse une marque sur sa maison. Bilbo fait partie des hobbits héritiers. Tu vois, ça c'est un truc que je savais pas. Alors il faut savoir que j'ai commencé à parler avec Litena sur... expert en Tolkien. Alors, experte, on peut le dire experte sur Tolkien. Et moi... pour moi Tolkien je l'ai toujours réduit au Seigneur des Anneaux et à Bilbo le Hobbit et aux Contes et légendes inachevées. Aux films qui sont sortis au cinéma. Même avant que les films sortent, c'est-à-dire que moi quand ma prof de français m'a parlé du Hobbit, elle nous a dit oui Bilbo le Hobbit, moi j'étais en 5ème, elle me parle de ça, mais je vois sur la couverture, alors c'est pas l'édition que j'ai montrée à Itna, bonsoir Dova. Bonsoir Dova, en retard, tiens donc. Mais pour une fois que c'est lui qui est en retard, on va rien dire. Oui, on va pas... Moi je regarde et puis je vois que c'est quelqu'un qui a du poil au pied, je me dis mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, la professeure de français. Donc pour vous dire la vérité, je n'ai pas lu le livre. J'ai attendu des années plus tard de lire le livre. Une fois que le Seigneur des Anneaux était sorti, le Seigneur des Anneaux n'avait pas trop plu quand je l'ai vu, parce que moi je l'ai vu à la télé, donc j'ai lu le Hobbit. Et pour moi l'œuvre de Tolkien était vraiment très réduite. Je comprenais pas quel engouement il pouvait y avoir autour du personnage ni de son œuvre. Même lorsqu'on a assisté à la conférence qui vous rediffusera juste après, dans ma tête, Tolkien c'était juste voilà, 4 ouvrages qui avaient fait un tabac et qui avaient permis d'influencer toute la pop culture, et sans plus. Et en discutant avec Litena, j'ai commencé à prendre conscience de la chose. Et j'ai été sur internet pour voir de quoi il retournait. En fait, c'est comme si pour préparer cette débriefologie, j'avais fait mes devoirs en retard. Et comme si on t'annonce le dimanche soir, un peu comme ceux qui attendaient un confinement. On vous voit, vous avez pas fait vos DM et vous avez pas lu vos livres, et là vous allez vous retrouver avec un week-end où il va falloir tout rattraper parce que lundi il va falloir aller en cours. Et bah c'est exactement pareil, quand j'ai parlé avec elle, je me suis dit, mais attends, c'est monstrueux. Et en fait, le lore que Tolkien a construit est juste énorme. Énorme. C'est pas pour rien qu'il y a énormément de fans et que cette œuvre est adaptée au cinéma. A raison, donc c'est vraiment du très très lourd. Et Bilbo, on l'apprend, fait partie des hobbits héritiers. Il n'a pas envie de partir à l'aventure, il reste chez lui et, en pleine nuit, des nains viennent le voir. Et pourquoi les nains viennent le voir? Parce que ces nains ont fait partie d'un royaume qui était plein de richesses,
Et l'avarice, le fait de pouvoir accumuler de plus en plus de richesses, pour ce peuple, c'était une marque de noblesse. Ils avaient gagné le respect. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais dire les elfes, mais j'en ai aussi appris sur les elfes. Et le problème de l'or, c'est que ça attire les dragons. Et Smaug, en fait, est un dragon qui vient et qui prend d'assaut la forteresse naine et qui vire tous les nains qui deviennent du coup... ils sont plus rattachés à aucun royaume. Et ces mêmes nains que vous voyez juste derrière moi, donc vont chez Bilbo et c'est le point de rassemblement avec Gandalf où va démarrer la quête d'aventure pour que ces nains puissent retrouver leur honneur et leur citadelle qu'ils ont perdue dans les griffes du dragon Smaug. Et c'est le lancement de notre histoire. Et donc Bilbo va suivre Gandalf et les nains dans cette quête qui va les amener à retrouver leur patrie et leur trésor. C'est n'importe quoi. Je savais qu'il allait sortir. Tous les jeux de mots sur les nains, il va nous les faire, Dova. Et c'est comme ça que commence l'histoire de Bilbo. Bilbon Saké ou Bilbo? Bilbo ou Bil... Parce qu'il y en a qui disent Bilbon. Moi, je crois que c'est la version américaine qui joue dedans. C'est l'histoire d'un imbécile. Oui, si tu le lances là-dessus, il va partir. Pas Bilbon, Bilbo. Bilbon en français et Bilbo en anglais, non, c'est ça? Non, je sais pas. Hein. On sait pas. Moi, j'ai toujours dit Bilbon Saké, mais... Pour moi, c'est Bilbo. Parce que c'est Bilbo Baggins, je crois. Bilbo Baggins, oui. Après, oui, et c'est Saké en français. Oui. Ok. Et ce premier... C'est un peu comme Harry Potter, ils ont revisité les noms en français. Oui, mais je pense que on en a discuté la dernière fois, c'est une adaptation, c'est quand tu fais quand tu traduis. La première traduction FR, j'ai pas tout le chat. Bah, il est écrit là. Était Bilbon, mais le traducteur, c'est écrit là, hein, sinon. Ouais, mais tout n'est... Ah oui. C'est petit. Ah bah enlève tes lunettes. Non. On a dit qu'on dirait à la fin de la saison 2 pourquoi on gardait nos lunettes. Mais le traducteur n'aurait pas dû traduire le nom. Et bah comme quoi, il aurait dû garder Bilbo. En anglais, c'est Joséphine the Angel Guardian. Ce troll. La nouvelle trad propose Bilbo Besac. C'est à cause du jeu de mots toujours compliqué de traduire ou de ne pas traduire un jeu de mots. Bilbo Besac, voilà. Baggins, Saké et Besac. Bon, dans tous les cas, je vais lire la nouvelle version. Et j'ai pas tous les éléments du film en tête. Je sais que Bilbo, il est pas très chaud pour aller partir à l'aventure. Alors on va partir sur l'esthétique du film. C'est beau. Ah oui, c'est beau. C'est très beau. Je sais pas à quel moment tu veux intervenir parce que nous, le film, on a vu dans des conditions particulières. Comme tu veux. Donc moi, j'ai pas mal de petites choses à dire si tu veux. Je peux déjà parler de la musique que vous entendez en fond. La musique qui est du grand Howard Shore qui a principalement... Alors, j'ai pas regardé, mais il a pratiquement fait toute la filmographie de David Cronenberg et depuis les années 2000 il a fait des films de Martin Scorsese, bien sûr il a fait tous les Seigneurs des Anneaux, hein, c'est lui qui a fait la musique. Si je me souviens bien, Rafik Djoumi avait dit qu'il y avait, parce que c'est un grand amateur de musique de film, il dit qu'il y avait plus de 200 heures de musique pour le Seigneur des Anneaux déjà, hein. Ah ouais. Pas le Hobbit, mais oui. Donc pour le Hobbit, ça a demandé déjà plus d'1 mois de tournage de musique et qui a été finalisé 1 mois avant la sortie du film. Donc, eux aussi ils aiment bien faire leur devoir en retard, décidément. Bah, on verra que c'est pas, il n'y a pas que lui hein, durant cette aventure de Hobbit. Tu as des infos sur le film? Oui, j'en ai un paquet. Donc il faut savoir que si vous voulez plus d'infos sur le film, là, on va principalement parler de la trilogie de films et non de l'œuvre de Tolkien. Il y a plus de 8 heures de bonus hein, sur les DVD, Blu-ray ou même 4K qui sont sortis, hein, donc Peter Jackson n'est pas avare en bonus, mais on va vous en raconter un petit peu. Au départ, Bilbo devait être joué par James McAvoy, donc le professeur Xavier de X-Men, enfin le jeune professeur Xavier de X-Men. Le méchant dans Split. Et le méchant dans Split. Il y a eu aussi comme nom Daniel Radcliffe, David Tennant et puis encore plein d'autres, et au final c'était Martin Freeman, hein, mais même lui, il avait refusé parce qu'en fait il jouait dans la série Sherlock Holmes, enfin dans la série qui traite de Sherlock Holmes, qui s'appelle Sherlock, avec Benedict Cumberbatch d'ailleurs. Et ils ont réussi avec la production à arranger un emploi du temps, et donc ils faisaient les deux. Ils faisaient le Hobbit et la série Sherlock. Sympa le bonhomme. Et d'ailleurs l'Itena complète en disant que Freeman est un très bon choix au niveau de l'acting. Freeman, il est excellent, c'est un très très bon acteur. Et Dova nous fait savoir que l'ombre du chat, on l'a appelé le Mordor. L'ombre du Mordor. C'est ça. Au final, les films ont été tournés en même temps. Hein. On peut le considérer comme un seul gros film. Je pense qu'on peut parler de toute l'œuvre comme un seul gros film.
Mais il y a quand même quelque chose qu'il faudra insister, notamment bien sur sûr. la dernière partie. Et après, il y a des choses, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Parce que je veux pas faire genre parce qu'on a des invités qui connaissent l'œuvre de Tolkien. Parce qu'il y a des choses que je lui ai dit il y a 1 mois et demi, notamment vis-à-vis du nécromancien, des choses que j'avais pas retrouvées dans le livre et que je voyais à l'écran et ça me surprenait de les voir. Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de changements et on va en parler parce qu'il y a des personnages qui ont été rajoutés, qui n'étaient pas dans le livre. Et, comme l'a dit une des scénaristes, Philippa Boyens, qui est et elle le dit, une fan de Seigneur des Anneaux, et a lu, c'est elle qui le dit dans une interview, elle a lu plus de 7 fois les livres. Oh ouais. Donc c'est elle qui a eu la lourde tâche d'adapter les livres en scénario. Bon, elle était aidée de Peter Jackson et de sa femme, mais justement elle a dit qu'en fait il n'y avait pas de personnage féminin dans l'œuvre de Tolkien et ils ont voulu en mettre pour faire une équité, et vu que c'est une adaptation, ils se sont permis de faire ça. Mais oui, après on va plus parler des films que de l'adaptation générale, à vrai dire. Et Dova a dit je vais me faire tellement d'amis, mais j'ai aimé Lord of the Rings, mais pas le Hobbit. Alors comme beaucoup de gens, à vrai dire, mais j'y reviendrai. Le pourquoi tu n'as pas apprécié cette trilogie-là. Moi, j'ai pas aimé le Lord of the Rings. Je fais partie des... Chaque fois que je le dis, on me traite d'hérétique. On me dit, mais comment tu peux parler de ça comme ça? Mais comment ça, t'as pas aimé Lord of the Rings? Je ne comprends pas l'engouement autour de cette saga. On va y revenir parce que on va y revenir. Donc je te propose que je parle un petit peu de la production des films et tout ça, comme ça on fait ça au début et après on donnera notre avis sur les films. Donc en fait c'était initialement proposé par Sam Raimi. Le projet a ensuite atterri dans les mains de Guillermo del Toro, donc le fameux, qui a dû faire face à la grève des scénaristes en 2008, aux problèmes financiers de la MGM, des problèmes de droit avec la MGM, les frères Weinstein, les héritiers des Tolkien et bien d'autres. Donc des enjeux financiers et de pouvoir énormes comme on peut s'en douter, et à ça se rajoutent divers reports de la sortie du film et même de la production du film. Et lui il avait des engagements sur d'autres projets à côté, et après il a jeté l'éponge en 2010 alors qu'il avait énormément avancé sur les 2 films, parce qu'au départ c'était 2 films, durant une énorme année où il avait déménagé en Nouvelle-Zélande avec sa femme d'ailleurs. D'ailleurs, il avait ramené l'illustrateur Mac Mignola pour faire partir du projet. Qui est Mac Mignola? Mac Mignola, c'est le créateur du comics Hellboy et du personnage Hellboy, qui avait travaillé sur les films Hellboy qui sont sortis. La Tolkien Estate n'a pas aimé. La Tolkien Estate, à mon avis, c'est la société qui gère les droits de Tolkien. D'accord. Je pense. Peut-être. Si. Mais là, d'instinct, comme ça, tu vois, j'ai le nez. Oui, non, mais alors. Tu vois ce grand nez. On va y revenir parce qu'il y a eu pas mal de magouilles et que eux, ils sont arrivés bien après. Merci. Parce que des gens, comme je l'ai dit, la MGM, surtout les frères Weinstein qui avaient les droits du premier film, et puis la Warner aussi, bien sûr. Pas mal de gens. Alors il y a des rumeurs pour le départ de Guillermo del Toro, il y a des rumeurs qui disent que Guillermo est parti parce que certains producteurs n'étaient pas pensaient que le nom Guillermo del Toro n'était pas une assurance fiable en fait pour supporter le projet au cinéma en fait. Donc on va dire qu'il l'aurait évincé. Serait-ce du racisme? C'est des hypothèses. Hein. C'est pas dit clairement, parce que Guillermo del Toro a dit c'était un problème de délai, qu'il avait d'autres projets et tout ça. Mais sur une œuvre aussi grosse que celle-là, que le réalisateur parte après 1 an à avoir bossé dessus, on a des doutes quand même. Certaines rumeurs disent qu'il a été évincé et qu'il allait pour forcer Peter Jackson, qui lui ne voulait pas repartir sur un projet aussi énorme, parce que le Seigneur des Anneaux l'avait épuisé de ouf, et pour le forcer à revenir. Et puis comme par hasard, quand le nom de Peter Jackson est revenu au générique de Hobbit, et ben hop, les budgets se sont débloqués, les droits, ça s'est résolu d'un coup, tu vois, il y avait plus de problème de droit avec un tel ou un tel et tout ça. J'aurais été curieux de voir Guillermo del Toro sur le bail. La vision de del Toro aurait été intéressante. Complètement. Et del Toro, dans un interview, parce que au départ c'était 2 films, j'y reviendrai après, del Toro a dit que en fait le premier film, il voulait déjà récupérer un peu le style de Peter Jackson pour faire une continuité, et au deuxième film vraiment incorporer son genre à lui, donc un peu lissé parce qu'il allait pas non plus faire son style pure souche, mais il allait quand même puiser dans son style et faire il est dans le conte de fées, lui, hein, clairement, et il voulait partir dans le conte de fées pour le deuxième et être un petit peu plus personnel et s'éloigner de la vision du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.
Mais bon, ça s'est pas fait. Donc Peter Jackson est arrivé sur le projet en retard, hein, bien sûr. Il était producteur, mais il devait pas être réalisateur. Et vu qu'il voulait pas se réapproprier le travail de Guillermo del Toro, ce qui est compréhensible, parce que c'était pas son travail, il était pas légitime à reprendre ça. Il a tout recommencé à zéro, alors que ça faisait un peu plus d'1 an que la production était lancée. Donc ça a mis pas mal de retard. Et il a dû enchaîner pire que le Seigneur des Anneaux les tournages, et ça l'a énormément fatigué, hein, c'était plus qu'incroyable. Donc je reviens justement sur ces fameux 3 films, parce qu'au départ c'était 2 films, et le pourquoi, ce qui résume un petit peu, on va dire, le fait qu'il y a eu pas mal de changements sur le scénario par rapport au livre. Donc au départ c'était 2 films, donc le Hobbit, le voyage inattendu qu'on connaît, et le second c'était le Hobbit, histoire d'un aller et d'un retour. Ce changement est dû, on va dire, à des problèmes d'argent, des ayants droit, surtout des Weinstein en fait, qui ont commencé à faire parler d'eux, parce qu'en fait ils avaient les droits, parce que les Weinstein étaient producteurs sur la trilogie des Seigneurs des Anneaux. On ne vous salue pas. Et d'ailleurs on peut retrouver au générique du Retour du Roi, quand il y a les noms des producteurs, il y a des petites illustrations dans le dernier générique, on peut retrouver 2 trolls qui est menacé par un petit homme avec une lance. C'est un petit clin d'œil de Peter Jackson au frère Weinstein, assez sympathique. Et en fait ils ont, on va dire, réclamer une grosse part parce qu'ils avaient le droit, à vrai dire, ils avaient une partie des droits pour un film en fait. Donc je crois qu'ils avaient 50% pour le premier film. Donc la Warner, quand ils se sont dit ouais, mais si on fait que 2 films, on leur donne la moitié. Bah si on fait 3 films, on a plus d'argent. Donc voilà pourquoi les 3 films. Ça c'est une débilité sans nom. Ils l'ont fait pour Harry Potter, pour le dernier tome. L'argent pourrit les projets culturels. Et en tous les cas, celui-là, même s'il lui permet d'exister et qu'il y a des gens qui l'attendaient parce qu'ils attendaient le préquel du Seigneur des Anneaux puisqu'il avait cartonné au cinéma, oui. Il n'a pas été de tout repos ni pour le réalisateur. Surtout pour le réalisateur et l'équipe du film, parce qu'il n'était pas tout seul, bien sûr. Il y avait sa compagnie Weta et tout ça. Hein. Ouais, monnaie, bien sûr. Ouais, il voulait de l'oseille. Et on rebondit sur la monnaie. Le pourquoi il y a une femme, il y a aussi le fait que il fallait incorporer des femmes pour faire un peu plus de mélange de genre. Et aussi parce que à ce moment-là, mettre des actrices dans un film, ça rapportait de l'argent, surtout des actrices aussi connues. Et pourquoi il y a Orlando Bloom? Parce qu'il a marché dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, parce que c'était un acteur à ce moment-là bankable, et que ça allait faire parler, et que pour eux, de la gente féminine allait voir le film pour Orlando Bloom. Effectivement, de mémoire, le personnage d'Orlando Bloom n'existe pas dans le livre. C'est pas incompatible. C'est possible que les nains, apparemment, aient croisé la route d'Orlando Bloom, mais dans le livre, il n'y a pas Orlando Bloom. Il n'y a pas de référence à ça. Alors, dommage qu'ils ont fait n'importe quoi avec le perso de Toriel. Ça, après, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est en partie à cause de l'argent et de la réécriture, parce que derrière, faut pas oublier qu'il y a des producteurs qui veulent de l'argent et qui disent moi je veux ça dans le film, tu me mets ça, même si scénaristiquement ça colle pas, tu vois. Ouais, mais c'est le gros problème qu'on rencontre dans finalement beaucoup de productions, même à l'heure actuelle, que ce soit pour les productions Marvel, etc. C'est-à-dire qu'on a une œuvre de base qui a fédéré des gens autour de cette œuvre-là, qui a nourri l'imaginaire. En ce qui concerne un livre, c'est encore plus criant qu'une bande dessinée, mais les deux sont exactement pareils. Et les producteurs sont dans un gros souci de rentabilité, puisque ces films-là à produire coûtent excessivement cher. C'est-à-dire que l'investissement que pouvait faire un producteur au début des années 90 sur un film dit blockbuster et l'investissement qui est fait aujourd'hui est différent. C'est pas un gouffre qu'il y a, c'est un canyon. Et le gros problème, c'est qu'on en a parlé plusieurs fois avec Raven, j'allais dire avec le Captain, pas du tout. Avec Raven, c'est que ça a tendance des fois à dénaturer les œuvres. Alors enlever en fait ce qu'il y a de plus intéressant dedans, et à les rendre le plus accessible possible au détriment de l'œuvre originelle. Et voilà, à chaque fois, donc on trouve il nous faut des gros acteurs, il nous faut de la rentabilité, il nous faut des effets spéciaux pour attirer les clients au cinéma. Et le pourquoi le Seigneur des Anneaux était moins touché, c'est parce qu'au départ, le Seigneur des Anneaux, quand Peter Jackson a fait cette trilogie, personne n'y croyait. Mais vraiment, donc les producteurs ne prêtaient pas grande attention à ces... Il y a eu quelques contrôles, mais moins que sur le Hobbit, parce que le Seigneur des Anneaux avait cartonné. Donc le Hobbit, on voulait du monnaie, on savait que ça allait faire du fric. Le Seigneur des Anneaux, personne n'y croyait, tout le monde disait que c'était impossible d'adapter du Tolkien au cinéma. Même certains fans étaient très en colère. D'ailleurs, comme Peter Jackson à l'époque s'était rendu lui-même sur des forums de fans de Tolkien pour partager des documents, des photos, des scénarios, et c'est là que les fans ont commencé un petit peu à redescendre. Ils se sont dit
ça peut être intéressant, ça peut être pas mal. Donc, bien sûr, tous les fans de Tolkien, comme Litena, apparemment, ne sont pas super fans du Seigneur des Anneaux. Je sais pas. Mais moi, je sais que j'aime pas en tout cas. Mais il y a certains fans qui ont dit, bah, c'est plutôt pas mal. Et puis, pour une œuvre qui devait être inadaptable au cinéma, c'est plutôt réussi apparemment. Alors attends, Legolas n'existait pas quand Tolkien écrivait le Hobbit, et ça c'est très important parce qu'il faut savoir que lorsqu'il a écrit le Hobbit d'abord, mais même il ne savait pas qu'il allait écrire. Ah oui, bien sûr. Oui. Et puis même déjà de base, je l'ai pas dit, mais le Hobbit n'est pas un préquel des Seigneurs des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux n'est pas une suite du Hobbit en fait. C'est pour le cinéma qu'ils ont fait ça. Ils ont raccordé le Hobbit au Seigneur des Anneaux pour faire une concordance, mais les livres ne se suivent pas. Même Tolkien a dit qu'en vrai ça serait le Seigneur des Anneaux serait plus une suite, je crois, au Silmarillion. Je trouve très bien qu'on ajoute des persos féminins, j'adore, mais encore faut-il qu'on ne les réduise pas à des histoires d'amour incohérentes. Et là, c'est complètement vrai, et c'est un gros problème que rencontre le cinéma, c'est-à-dire que dès lors qu'on met une femme dans des films comme ça, il faut qu'elle rentre soit dans un stéréotype, parce que ça fait vendre. Mais en plus, Evangeline Lilly, quand elle avait pris le rôle, Varifin Djoumi nous l'avait dit, elle avait dit, je veux bien le rôle, parce que c'est une grosse production. Et je veux pas être dans un triangle amoureux. Et je veux pas être dans un triangle amoureux, et puis quand on regarde le film, c'est exactement ce que c'est, malheureusement. Et ça, c'est dommage que du coup, la figure de la femme devient le faire-valoir du courage des hommes, c'est-à-dire la princesse à défendre. C'est dommage. Peut-être qu'il y aurait... Enfin, c'est... Ah oui, d'accord. Comme la suite du Seigneur des Anneaux. Alors, moi j'avais vu une interview qui disait que Tolkien avait dit ça, mais c'est pas sûr que c'est réel. Bien dit pour Toriel. Et ça flingue en fait tous les trucs qu'on vous dit là, ça joue beaucoup en fait sur comprendre le film. Parce que ce qui est bien, c'est quand on va au Club de l'Étoile, on a la conférence de Rafik Djoumi qui nous explique les dessous du film. Parce qu'en fait, le film, nous, on a le produit fini quand on va au cinéma. Voilà, mais on sait pas comment il est fabriqué. On regarde l'œuvre, mais en fait, la manière dont il est fabriqué, le recontextualiser dans le moment où il a été fait, en dit long sur les choix qu'ont les réalisateurs de pouvoir travailler avec telle ou telle chose. Ça marche ou ça marche pas. Et on peut mieux comprendre l'œuvre qu'on nous présente. Il y a des choses que j'aimerais bien qu'on m'explique parce que quand quelqu'un veut me parler, un film c'est un dialogue. Donc quand quelqu'un veut nous raconter une histoire, il y a des choses que j'aimerais savoir et que j'aimerais saisir. Et si la personne n'est pas là pour me les dire, peut-être que je passe à côté de quelque chose ou que je ne comprends pas quelque chose. Oui. Et comme il le sait, je déteste ne pas comprendre. C'est pour ça que je ne vais. Il y a beaucoup de choses que je me refuse à regarder parce que sinon je suis perdu. Je vais revenir vite fait sur HFR, comme ça on en a fini. Alors on les a vus dans une séance spéciale qui s'appelle le HFR, donc le High Frame Rate. En fait, c'est tourné avec une caméra qui s'appelle la Epic, donc une évolution de la caméra RED qui a été utilisée par James Cameron sur Avatar. Puis je crois que ça a même été inventé par James Cameron, ça m'étonnerait pas parce que James Cameron c'est le bonhomme qui fait toutes les améliorations cinématographiques pratiquement. Et en fait à permettre de faire des prises de vue à 48 images par seconde, et donc le fameux HFR qu'on peut retrouver dans très peu de salles malheureusement en France. Ça permet de fluidifier en fait l'image et la sensation de réalité, et il n'y a plus de flou de mouvement en fait autour de l'action. Ça devient plus lisible et on voit exactement tous les mouvements des personnages, on voit ce qui se passe dans le fond très bien. Il n'y a plus de petits pâtés dégoûtants comme on peut le voir en 24 images par seconde, parce qu'en fait durant des décennies les films ont été réalisés en 24 images par seconde parce qu'ils étaient en pellicule en fait, tu vois. Donc ça économisait ce format, économisait les pellicules, parce que les pellicules ça coûtait cher, ça coûte toujours un peu cher, mais à l'époque c'était hors de prix. Quand le numérique est arrivé, on n'avait plus cette contrainte de 24 images par seconde, parce que c'est numérique, on n'a plus de pellicule, donc ça coûte plus rien quoi en fait. Mais les puristes ont voulu garder en fait ce format parce que ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait, et il y a pas mal de gens dont James Cameron et Peter Jackson qui ont entrepris de faire ce genre de film là pour changer ça, pour faire des formats à 60 images par seconde ou 48 images par seconde. Et ils comptaient en fait sur le succès de Avatar pour lancer ça, sauf que Avatar malheureusement n'est pas sorti en 48 images par seconde parce qu'il fallait repenser toutes les salles de cinéma, et ça on lui a dit non mon gars, c'est pas possible. Mais il avait créé la caméra donc la fameuse caméra qui a été utilisée pour le Hobbit, et le Hobbit a été fait en 48 images par seconde, mais malheureusement il n'a pas été exploité en fait en salle parce que les gens ne savaient
ne savaient pas ce qu'ils voyaient et il y a eu une mauvaise presse. Et je vais vous passer une petite vidéo Avant justement. ça, je rebondis sur ce qui a été dit sur le chat. Mais je réaffirme, le Seigneur des Anneaux est une commande des éditeurs de Tolkien comme une suite, mais la rédaction, surtout le début, a été compliquée. Et puis il me faudrait 15 minutes pour dire les choses, mais c'est toujours bien de l'apprendre. Et du coup, on va passer l'intervention de Rafik Djoumi. L'intervention de Rafik Djoumi, bien sûr. Filmée par ses soins. Ouais, bon, bah, c'est pas une... Ouais, c'est cool, c'est de l'exclusif, oui, voilà. Il n'existe pas en podcast. Qui parle du HFR justement beaucoup mieux que moi. Important, le mot habitué, c'est que durant des décennies, le cinéma a été à 24 images secondes, et donc notre regard, notre cerveau s'est habitué à ce que quand il est dans une salle de cinéma, il y ait un certain grain, un certain type de défilement d'image. Quand vous regardez un film à 24 images par seconde, vous voyez 24 fois un écran noir, quand le film est en pellicule. C'est-à-dire que dans le défilement de la pellicule, vous avez entre deux images, vous avez du rien, quoi. Donc, ce noir, le cerveau se charge en fait de le dégager, de le faire disparaître, parce que votre cerveau il est toujours là pour vous aider à décrypter le monde, et donc les informations qu'il ne juge pas nécessaires, il les met dans un coin. Mais il en reste quelque chose au niveau du ressenti. Et donc ce qui se passe avec le HFR, c'est que dans les premiers moments, où on lance un film en HFR, le cerveau a un problème. Le cerveau a un problème parce qu'il n'est pas habitué à avoir cette image-là, et il se dit, il y a des informations que j'ai dû manquer. Donc par exemple, je ne sais plus, c'est à quelle date, en avril 2012, ils ont proposé à la presse de leur montrer quelques images donc, du Hobbit en HFR, et ça a été une catastrophe. Au niveau com, ça a été vraiment abominable. Les quelques rares magazines qui en ont parlé vraiment comme d'un fiasco absolu, en disant qu'on avait l'impression de regarder des telenovelas, des programmes vidéo tout pourris qui passent à midi à la télévision. Pourquoi? Parce que la vidéo, c'est un système d'images entrelacées, en fait. Et donc, dans ces images entrelacées, vous perdez de cet effet de rémanence que vous avez sur la pellicule. Et donc, comme le cerveau voyait qu'il y avait quelque chose qu'il connaissait déjà, donc il connaît cet effet de non-rémanence, et donc il associe à ce qu'il connaît auparavant. Donc il associe au programme vidéo que vous voyez à la télé. Donc du coup, dans un premier temps, quand on a des images HFR, effectivement, on a l'impression ce que certains appellent le look BBC. Mais ce n'est pas le look BBC. Le problème, c'est que l'image que vous voyez, elle est d'une qualité infiniment supérieure à un programme vidéo de la BBC, mais le cerveau se rattache à ce qu'il connaît, en fait, pour essayer de faire sens. Il y a cet effet-là. L'autre effet, c'est l'effet d'accélération des mouvements chez les comédiens. Quand il n'y a plus de flou, enfin beaucoup moins de flou à l'image, et que le cerveau était habitué à décoder le flou à l'image pour déduire la rapidité du mouvement, comme il ne voit plus ce flou-là, il se dit « ça a été plus vite que je l'imaginais ». Donc il envoie des informations au reste de votre cerveau que ça va vite, ce qui n'est pas le cas. Donc vous, en tant que spectateur, vous avez l'impression que le comédien a fait un geste hyper brusque, là où ce n'était pas le cas. Mais ça, normalement, ce problème, il se résout au fil de la projection. C'est-à-dire qu'on constatait qu'il y avait effectivement 10 minutes à peu près de flottement dans les premières projections de la HFR, où le spectateur est gêné avant que le cerveau finisse par se dire « ah non, en fait, c'est un truc nouveau ». Donc le cerveau est très conservateur, mais il est pour notre bien. Après, c'est à nous de faire l'effort de se dire que cette gêne qu'on a reçue au début, elle n'est pas due à ce qu'on nous projette, mais à des conventions en fait, auxquelles nos yeux et notre cerveau se sont habitués. Mais là, l'expérience en HDFR, c'est-à-dire que c'est très bizarre. Nous, on avait vu Gemini Man en 60 FPS. Et c'est vrai que c'est étrange de voir des films comme ça. Moi, quand j'ai vu Gemini Man, j'étais surpris. C'était bizarre à regarder. Et c'est vrai que notre cerveau, comme le disait Rafik Djoumi, il n'est pas habitué à ça. Mais c'est vrai que pour le Hobbit, parce que le Hobbit, il est dans la réal, Peter Jackson, il sait faire les choses. Donc le film est vraiment coloré et il est beau. En HDFR, ça rajoute quelque chose à l'œuvre. Et pourtant, vous êtes avec le spécialiste. À chaque fois qu'il m'emmène voir des films dans des hautes qualités, à part du 60 FPS, là, ça change. Je vois rien. Là, ça change parce que justement, là, c'est juste en 48 FPS. Et t'as vu que juste 48 FPS, donc le double de 24 images, ça changeait énormément la perception du film. Ah oui. Que les effets numériques, en fait, des effets spéciaux numériques sont incorporés avec le film. On décèle moins que c'est des effets numériques, et surtout, on voit tous les mouvements des personnages, on les voit. Surtout, là, je rappelle la scène avec les tonneaux, on voit tout ce qui va. Alors, ça va dans tous les sens. C'est l'une de mes scènes préférées, avec la scène où le smog détruit le village.
Alors ça, c'est le film en fait, le premier. Alors moi je suis sorti, le premier, je crois que j'ai pas dormi, j'ai dormi sur le deuxième. Le premier, non, ça allait, t'étais encore apte. Quoique, non, le premier, t'as un petit peu. Tu m'as dit que t'avais un petit peu assoupi, non? J'ai eu des absences, mais très courtes, parce que des fois je dors au cinéma. Comme vous le voyez aussi dans l'intro qu'il y a eu, même si ceux qui l'ont pas vu, ils sortaient d'une semaine assez chargée, et là, on a enchaîné vraiment les 3 films en une journée. Ah oui. Je l'ai vu j'ai vu le 3 en 4K, à part le 2 et le 3 SN, je l'ai trouvé moche. Oups. Ah bah non, mais t'as le droit. T'as le droit. Bah quoi? Non, bah oui, mais. Rappelle-toi que moi, je suis quand même le mec que t'as emmené voir un film de Tsui Hark. Mais moche, comment ça? Bah, c'est un avis, bordel de merde. Toi, tu vois comment t'es, sale dictateur. Donc on peut pas débattre sur le. Alors, il y a quand même des trucs dans le film que moi j'ai kiffé. C'est-à-dire qu'il y a des passages dans le film, donc il y a une quête, il y a des personnages. Alors les nains, peut-être un ou deux se détachent du lot, mais oui, il y en a beaucoup trop, bien sûr. Ouais, mais dans le livre, il me semblait que il arrivait à marquer la différence. Après, c'est un livre, c'est pas pareil. Alors que dans le film, des fois, t'as l'impression que ils font corps, c'est un seul et même personnage, presque. À part. Non, mais dans le livre, comme tu dis, dans le livre, on peut plus développer que dans le film. C'est compliqué, encore une fois. Il y a des. Gandalf, bon, encore, moi, son rôle m'avait pas marqué dans le Seigneur des Anneaux, et encore une fois, le Seigneur des Anneaux, je dois le revoir, et surtout, je vais le lire, parce que le Seigneur des Anneaux, je suis complètement passé à côté. Peut-être le revoir avant de le relire. Mais c'est la photo qui ne me plaît pas, oui, la lumière. Donc d'accord, c'est ça, mais sinon, techniquement, là, je parle vraiment techniquement. Donc oui, il a une certaine photo qui change d'ailleurs de Seigneur des Anneaux, parce que le Seigneur des Anneaux n'a pas été tourné en 48 fps, et il y a eu énormément de maquettes, et grâce au fait que c'était pas tourné en 48 fps, ils ont pu un peu maquiller le fait que c'est des maquettes. Là, or, vu que c'est du HFR, on voit tous les défauts. Donc, c'est balle effet numérique. Certaines maquettes, si il y en a, bah, on les décèle un peu. Peut-être d'où le côté plastique. Hein. Et voilà, mais techniquement, le film, il est impeccable, quoi. Il y a des scènes d'action, alors, impeccables. Alors, tu parles de technique. Ah, techniquement, le film, il est incroyable. Genre, est-ce que t'as déjà vu ça au cinéma? Je parle pas histoire et comme a dit les lumières, mais est-ce que techniquement on va pas être d'accord? C'est du spectacle. Oui, bah du coup on va vraiment pas être d'accord. Ah donc t'as pas aimé. Mais quand je vais te sortir un exemple de spectacle que j'ai vu, l'expérience que j'en tire moi quand j'ai vu le Hobbit, tu vas pas aimer la comparaison, alors je vais pas la faire. Non mais Avengers, bien sûr. Bah, de toute façon, les seuls grands spectacles que t'as vus qui étaient bons, bah parce que Avengers tu l'as vu en IMAX. En IMAX c'était. Mais voilà. Moi, il m'a mis une claque, ce film. On s'en fout du scénario. On parle. Deux fois plus d'images dans le même temps, ramenées à la même vitesse, on obtient une haute définition. Techniquement, c'est bien fait, mais je trouve que ça a beaucoup moins de charme que dans Le Seigneur des Anneaux. Question de goût. Oui, parce que voilà, non, là encore, on revient sur ce que Rafik Djoumi disait, qu'on est habitué à une vieille texture. Donc c'est pour ça que Le Seigneur des Anneaux a cette vieille texture-là, en fait. Là, elle te parle. Je pense que c'est même pas le coup de la texture. Moi, je pense que si. Hein. Non, non. Si elle te parle de ses goûts, c'est qu'arrive à un moment donné, elle a plus apprécier le travail qui a été fait sur le Seigneur des Anneaux que celui qui a été fait sur le Hobbit. On parle pas là, je pense qu'elle est pas sur le point de vue technique. Ce qui change, mais là, elle parle pas de l'histoire. Elle parle de la lumière, de comment ça a été tourné et tout ça, de la patte, parce que il a quand même une patte et une lumière, une photographie qui change de Seigneur des Anneaux. Et ce qui change, c'est la technique en fait. Et c'est ça, quand tu le regardes, il a une autre photo, le Seigneur des Anneaux. Il a un autre grain qui fait que ça fait un petit peu, on va dire, old school ou quoi, je sais pas, mais ça rend pas pareil. Les deux sont des œuvres complètement différentes. Là, elle a dit un truc qui va te plaire. Hein. Je préfère des acteurs maquillés en or que des acteurs numériques. Voilà, donc et c'est ça. C'est pas un fan de Joe Dante qui va te dire le contraire. Pourquoi parce que dans le Seigneur des Anneaux, alors il y avait des effets numériques, mais il y avait énormément de maquillage d'orques. Mais là, pourquoi ils pouvaient pas le faire? Parce que c'était en HFR, et en HFR, tu vois tout les détails, et tu aurais vu que ça aurait été de la plastique, tu aurais vu que ça aurait été du maquillage en fait, et c'est ça qui change. C'est simplement ça. Mais c'est parce qu'on est habitué à un cinéma classique et qu'on n'est pas habitué à un cinéma comme ça, en fait. Oui, mais... oui, bien sûr, les deux sont des œuvres, bien sûr. Ah oui, les deux sont des œuvres. Sur le Hobbit, enfin, moi, je suis un fervent fan des effets numériques. Hein. Je trouve que ça a ouvert une porte dans le domaine du cinéma qui me fascine. Ah oui, mais on faut pas cracher dessus. On le voit avec le Hobbit, c'est grandiose. Parce que combien de fois on a eu ce débat? T'aimes bien Gremlins? Oui, bah, j'adore. Pourtant, Gremlins, il y a zéro effet numérique dedans. Il y en a un petit peu. Mais pas beaucoup. Les Gremlins, c'est des marionnettes. Oui, c'est de l'effet plastique. Phil Tippett, c'est ça?
Phil Tippett, Voilà. oui, de Star Wars. T'es quand même un grand fan de Phil Tippett et de son travail, et il y a un charme que tu retrouves. Mais bon, quand voilà, c'est, là, quand les c'est effets- du plastique, et quand c'est des marionnettes, les effets que numériques t'as pas avec des effets numériques. servent à C'est ce qu'elle parle de l'expérience en fait du cinéma. Genre tu parles de Avengers, ils ont servi parce que c'était en IMAX, c'était du grand spectacle en IMAX avec un écran incurvé, quoi que c'était pas. Je pense Ouais. que Avengers en 48 FPS ça aurait été ouf, mais là c'est le fait qu'il y ait de la 4DX, enfin du HDR en 48 FPS, ça change ton expérience de cinéma. Enfin, je trouve pour ma part. Ah, mais c'est, après, encore une fois, c'est une question de goût. Exactement. C'est-à-dire qu'il y en a qui Oui, sont bien plus sûr, réceptifs aux bien effets sûr. numériques et d'autres qui sont plus réceptifs à l'artisanat Je du pense que cinéma. c'est une question d'habitude aussi. Alors, il y a des scènes dans le film qui t'ont marqué. Ah bah oui, bien énormément. Celle qui t'a le plus marqué. Celle qui m'a le plus marqué, je pense que... Oula, alors attends, faut que je réfléchisse, mais je pense que c'est la discussion entre Smaug et Bilbo. Et ben moi, celle-là, Bilbo. c'est l'une de celles, c'est celle que je trouve, elle est trop longue. Ah, moi j'adore. Elle est j'adore. bien, et j'ai l'impression, c'est le gros défaut en fait d'avoir fait 3 films. Ah, bien sûr, c'est oui. que le 3e, il Et c'est dans le deuxième, ça. tire en longueur. C'est pas dans Non, le 3e. la discussion avec Smaug, c'est dans le deuxième, parce qu'à la fin du deuxième, il sort. Ah d'accord, donc c'est à la fin du 2e où Smaug va Oui. direction le village. Effectivement, d'ailleurs, le début du 3e, c'est l'arrivée de Smaug C'est dans ça. le village. Moi, j'ai adoré la scène avec les tonneaux. Ah oui, bah elle est grandiose. Elle est géniale, cette scène-là. Elle est... Pareil, la scène avec au moment où il s'échappe de chez les elfes. Il y a des scènes qui sont vraiment... Il y Moi, a pas mal de trucs. il y a des trucs que j'ai trouvé ouf. Dans le premier, j'ai bien aimé la scène avec J'ai adoré la trilogie, les gobelins, je crois. C'est petits des gobelins, trolls. Des trolls ou Les des 3 gobelins. gros trolls là qui veulent les manger. dans la cave, dans la caverne, quand ils sont avec plein de petits gobelins ou gnomes. Non, c'est gobelins. Ah, c'est avec des le gobelins. roi des gobelins. Le roi là. des gobelins, c'est des rois, c'est ça, c'est des gobelins. Bah, j'ai beaucoup aimé cette scène-là parce que pareil, en fait, il y a plein de petits trucs que tu vois derrière, au fond et tout, ça s'agite partout, ça part dans tous les sens, les mouvements sont ouf, c'est incroyable. Il y a des choses qui sont dans les 3 films hyper cool, et il y en a d'autres qui sont un peu moins, et c'est le 3e. Pour moi, le 3e est celui de trop. Alors Oui. que c'est là où vous avez tout le Ça se dénouement, ressent. parce que dans le livre, je sais qu'à la fin, il y a un affrontement entre les orques, les nains, et les elfes et les humains au pied de la montagne. Moi, quand je me rappelle avoir lu le livre, j'étais à fond dedans. Alors, faut savoir qu'en plus, le style d'écriture, la traduction que j'en ai, d'ailleurs, il faudra que je me renseigne, il faut que je le retrouve, parce que l'édition que j'ai, c'est pas l'édition que j'ai lue. La traduction que j'en ai, déjà, moi, j'étais à fond dedans petit, alors que je me disais, mais pourquoi j'ai pas lu ce livre avec ma prof de français? Elle est dingue. Et alors, le 3e, qui est censé être l'apothéose, alors vous avez... Il y a des belles images, il y a des plans, il y a même une incohérence, parce que, enfin, il y a une incohérence. Il y a le fait que Gandalf se bat contre Sauron, parce qu'il y a Sauron à un moment donné. Il se bat pas contre Sauron Contre lui-même, un mais esprit il se bat Sauron. contre ceux qui se sont échappés de la prison, si je me souviens bien. Voilà, ouais, ça j'avais vu ça dans les livres. Bilbo tombe dans les vapes au début de la bataille, du coup on a que quelques lignes seulement sur la bataille de 5 armées. Ouais, j'étais sûr que ça durait plus longtemps dans ma tête, hein. Je te garantis. Et je te dis, c'est le seul livre de Tolkien que je me suis autorisé à lire. Parce C'est que je m'ennuyais. Peut-être parce que c'est un livre pour enfants de base. Alors à la base, quand Tolkien l'a écrit, c'était pour les enfants? Je crois, oui. Purée. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises, mais... Mais c'est la scène du dragon qui détruit la cité humaine, elle est cool. Ouais, génial. Alors, on a eu un fanat du cinéma. Alors, ce qui est très étrange et ce qui est des fois, il l'a écrit pour ses enfants. Ah, 16 enfants, d'accord. Quel papa. La scène du dragon qui attaque la cité humaine, elle est très particulière. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on va au Club de l'Étoile, donc il y a des passionnés, il y a des gens vraiment cool. Et il y a des gens qui c'est pas qui sont pas cool. Chacun a sa vision du cinéma et on tombe sur des... Il était intéressant, mais il était un peu, comment on dit, hautain dans voilà, ses propos. on tombe en fait. sur des personnes qui... Alors, nous, on n'a aucune prétention. Et chacun vous percevez une œuvre telle... Vous pouvez nous en parler de toutes les manières que vous voulez. Par contre, des fois, on peut sentir dans le regard et dans la discussion de certains, on essaye de nous faire un cours de cinéma quand on nous parle. Et ça, personnellement, j'ai énormément de mal avec ça, puisque le cinéma, on l'appréhende avec avec tout ce qu'on a eu comme référence. Chaque personne perçoit le cinéma d'une autre manière, d'une manière différente, parce qu'on ne s'est pas construit avec les mêmes films. Lui et moi, on adore le cinéma, on adore y aller ensemble, on adore s'engueuler là-dessus. Je ne compte pas le nombre de fois où on est rentré du cinéma dans la voiture, et où des disputes éclataient, et des disputes de couple, hein. Mais tu peux pas dire des trucs comme ça. Mais moi je t'interdis de me dire ça. Ah ouais, bah t'es un hypocrite, bah t'es de mauvaise foi. On fait que de se rentrer dedans.
mais toujours dans la... C'est ça qui est bizarre. C'est des embrouilles de couple Oui. pour des broutilles. Parce qu'on n'a pas le même point de vue, mais parce qu'on n'envisage pas les films pareils. Et ça nous raconte pas la même histoire. Il sort de Avengers Endgame, il y a des trucs qui l'ont hypé, et il y a des choses qui l'ont moins hypé. Moi, je sors de Avengers Endgame, j'ai vécu pour attendre un moment aussi épique où je vois tous les super-héros exister au cinéma. On va pas partir sur Avengers. Parce mais c'est un exemple. Moi, je prends cet exemple-là. J'allais rebondir. Je me parle à moi-même. J'allais rebondir et ça allait partir trop. Donc, ce gars-là, quand il vient nous voir, il nous dit non, mais les gars, il y a une scène exceptionnelle. Et puis, nous, on le regarde et Raven lui dit, lui, il l'a jamais vu en parlant de moi. Et je dis, ouais, j'ai jamais vu le Hobbit, j'ai pas trop aimé le Seigneur des Anneaux. Il me dit, oh, bah, t'as pas aimé le Seigneur des Anneaux, ouais, comment c'est possible? Ah, mais tu vas voir, dans le 3, il y a un truc vraiment à la Sergio Leone, un western. Alors, il a un peu abusé sur ça. La confrontation entre le dragon et l'humain. Alors, il y a des codes du cinéma du western qui sont justement, qui se jouent entre l'humain et le dragon au moment où il y a affrontement, on va pas vous spoiler. Mais il m'a grosso modo fait comprendre que il fallait que j'ai une certaine culture cinématographique pour être capable d'apprécier le film, et je déteste ça. Je déteste qu'on me dise ça, puisque comme l'a si bien écrit Litena, chacun sa lecture, on a notre histoire avec le cinéma, on a notre histoire avec l'art en général, quel qu'il soit. Ton histoire, elle est aussi légitime, toi qui nous regardes, ou qui nous regarde peut-être pas, mais ton histoire, quelle que soit la manière dont tu l'as écrite, quelles que soient les influences qui te construisent, quelles que soient les références que tu as pour toi, il est impossible de mettre un niveau sur ta culture cinématographique ou ta sensibilité à l'art. Le fait que tu y sois réceptif, le fait que tu puisses émettre un avis critique pertinent, et quand je dis pertinent, c'est pas forcément avec des arguments de ouf sur le cinéma, mais le fait que tu puisses le raccorder à d'autres sensibilités ou à des choses sur lesquelles tu as réfléchi, fait de toi quelqu'un qui est capable d'apprécier une œuvre d'art. Et tout marche avec la sensibilité et le cœur. Donc n'écoutez jamais les gens qui vous disent qu'il faut telle ou telle base pour apprécier un film, que si là vous n'avez pas reconnu le western, c'est que vous n'êtes pas dedans. Et c'est surtout que pour ce genre de film, c'est un blockbuster, ça a été créé pour plaire et être accessible à un grand nombre. Et c'est peut-être aussi l'autre défaut du film, c'est qu'il oscille entre des moments dits épiques, des moments de grand cinéma où là vous avez des points de vue de dingue, avec des moments un peu plus calmes, et des fois ça ne prend pas malheureusement, et certains dialogues entre des personnages plombent le rythme du film. Je suis un peu d'accord sur ça. Et c'est bien dommage. Et on ressent le fait que c'était 2 films à la base et qu'ils ont allongé le bordel pour en faire un 3e. Et c'est pas faire honneur au travail de Tolkien parce que discutant toujours pareil avec ma maîtresse Jedi. Hobbit, à vrai dire, faut le voir vraiment sur une suite des films du Seigneur des Anneaux que sur une adaptation du livre. Oui, mais c'est pareil, tu pourras jamais... Quelqu'un qui a lu l'œuvre et qui va la voir aussi... Ça marche, regarde, quand on a été voir Cimetière de Stephen King, pour ne pas prendre Avengers, et en plus de ça, t'as lu plus de Marvel que moi, mais quand on va voir Cimetière de Stephen King, ce livre-là, c'est le livre que je ne relirai jamais une deuxième fois. D'ailleurs, si vous avez lu Cimetière, et que vous l'avez lu une deuxième fois, grand respect. Moi, je l'ai lu une fois, il m'a traumatisé. Jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même ce mec-là, à la moitié du livre, il y a tout un chapitre de 15 pages, les 2 dernières lignes du chapitre changent tout le ton du livre sur la suite. C'est impressionnant, j'ai jamais lu ça. Le traumatisme que j'en ai, je me revois encore lire le livre et faire non. Il a osé. Et ça, quand on va voir le film au cinéma, on l'a pas. Et tu vois, c'est compliqué. Le Hobbit, Peter Jackson, il s'est épuisé à faire ce film. Il faut savoir qu'il y a un avant et un après. Quand tu vois son visage après la réalisation du Hobbit, il a pris 10 piges. Il a pris plus que 10 piges. On dirait qu'il a 30 ou 40 ans de plus, quoi. L'idéal, changer le titre entre le livre et l'adaptation ciné. Je suis complètement d'accord avec cette idée. Oui, mais... Moi, je trouve que... c'est vrai même que mentalement, tu ne projetterais pas l'œuvre, tu vois, d'après une adaptation, d'après une interprétation du livre de... Il y a énormément d'œuvres comme ça, mais c'est tout simplement, on va y revenir, c'est pour l'argent, c'est pour vendre, tout simplement. Oui, et c'est le gros problème du Hobbit, c'est qu'il a été fait pour Evangeline Lilly, Orlando Bloom, voilà, même si c'est des bons acteurs, le casting est fait pour vendre, le réalisateur qu'on épuise, les frères Weinstein, qui sont tristement célèbres, l'un d'entre eux, parce que c'est un... On va s'épargner les mots vulgaires, mais en tous les cas, c'est pas quelqu'un de fréquentable et d'éduqué. Pas que dans ce sens-là, parce qu'apparemment, dans le métier, c'était un vrai gangster, on va dire. Et les producteurs, si vous nous écoutez, même si vous nous écoutez pas, vous faites beaucoup de mal au cinéma. Croyez pas que parce que vous nous donnez... Pas tous, mais une grande partie. Une grosse partie, on n'aime pas ce que vous faites. Mais le Seigneur, quand on fait un film Seigneur des Anneaux et que, la trilogie a servi à faire vendre des livres, et les gens ont découvert l'univers de Tolkien. Les livres se vendaient déjà avant.
Oui, mais la trilogie. Moi, avant, je connaissais pas Tolkien. Je connaissais pas elle a donné un autre rayonnement. Moi, je l'ai connu grâce à ma prof de français. Les films n'existaient pas. Il n'y avait que le film d'animation. Oui, mais moi, j'ai connu grâce au film. Et beaucoup de gens, à mon avis, oui, ça se vendait avant. C'est un des maîtres de la fantasy. Donc, oui, je pense bien que ça se vend avant. Mais les films ont aidé à faire vendre ça. Ils ont sorti des éditions, des livres poches et tout ça. Donc, en fait, des gens sont tombés dedans. Des gens ont découvert qu'il avait écrit autre chose. Ils ont vu qu'il avait écrit le Hobbit et tout ça, parce que, à vrai dire, sans se cacher, le Hobbit, c'était un des livres que les producteurs et certains réalisateurs pensaient adapter avant le Seigneur des Anneaux. Donc il était déjà question d'adapter le Hobbit avant d'adapter le Seigneur des Anneaux, à vrai dire. Donc le Hobbit était déjà dans la tête de pas mal de gens, en fait. Donc c'est pour ça que quand ils ont fait le Hobbit, ils n'ont pas changé de nom, parce que voilà, c'est la race du personnage dans le film. Donc mais oui, mais je comprends ce qu'elle veut dire, bien sûr. Si le film plaît, tu te renseignes, tu vois, tu adaptes, même le titre n'a pas le même, tu y vas. Alors oui. Je pense. Parce que tu sais forcément, parce que quand tu fais la promo, quoi qu'il arrive, même si c'est tiré d'un univers, les gens vont savoir de quel univers c'est tiré. Et t'as peut-être plus de facilité à te rediriger vers l'œuvre originelle, surtout si du coup t'adaptes, et tu te permets, en changeant le titre, de prendre tes propres libertés, d'avoir ta propre lecture de l'œuvre, de pouvoir ajouter ou enlever des choses, sans pour autant la dénaturer, tu vois. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Et là, on rejoint le débat sur, encore une fois, l'interprétation, la traduction et ce qu'on fait. Après, bon, chacun se fera son opinion. Le débat est ouvert sur la BDR. Comme tu dis, c'est une adaptation, en fait. Donc, ça adapte, c'est pas l'œuvre. Vraiment, déjà, on peut pas, je pense qu'on peut pas mettre l'œuvre au cinéma, mais c'est une adaptation de son œuvre. Après, voilà, il y a quand même le film a profité à Game Workshop, notamment ceux qui font les figurines Warhammer, font les figurines du Seigneur des Anneaux. Game Workshop n'a pas la licence du film. Non, elle n'a pas la licence du film, mais elle a repris la licence du film pour ses figurines. Oui, voilà. Mais je crois qu'elle a la licence de Tolkien, parce que comme le jeu sur Gollum qui va sortir, c'est ceux qui vont sortir ce jeu n'ont pas la licence de Seigneur des Anneaux en film, mais la licence de Tolkien. D'accord. Donc c'est deux différents. Et je pense que quand on voit ça, justement, c'est à se dire que le Seigneur des Anneaux en film, c'est un univers qui est, on va dire, parallèle à l'univers de Tolkien. Ok. De toute façon, moi, c'est un sujet vaste, on ne pourra jamais le traiter en 1 heure. Donc vous pouvez retrouver dans les partenaires de la BDR TV, juste en dessous, la chaîne de Litena et la chaîne de Candice Tola Radio. On va quand même attribuer une note à cette trilogie, et je vais lui attribuer une note de 4 sur 5. Parce qu'on note sur 5. Moi, j'avais envie de dire déjà que malgré le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas les adaptations de trilogie du Seigneur des Anneaux et des Hobbits, malgré le fait que ça a eu des complications avec les producteurs et tout ça, et les droits et tout ça, c'est, pour ma part, c'est ce que je pense, c'est une des grandes sagas, surtout pour le Seigneur des Anneaux, du cinéma, une des grandes sagas fantasy et même de films du cinéma qui a été pour moi jamais vue et jamais égalée au cinéma, pour ma part, surtout pour la technique du Hobbit. Alors il y était aussi à l'époque pour le Seigneur des Anneaux, c'était un tour de force de faire ça, et là pour faire sortir en HFR 48 images par seconde le Hobbit, et faire ce qu'il a fait dans le Hobbit, même si on l'a dit, c'était pas parfait, pour moi, c'est du jamais vu au cinéma, et c'est un tour de force. Et moi, pareil, je vais mettre un petit peu plus, je vais mettre 4,5 sur 5. Mais heureusement que t'es pas prof, toi. Mais parce que niveau ça m'a... Déjà, je les avais vus au cinéma normal, j'avais plutôt bien aimé, mais j'étais déçu. Je me suis dit, putain, c'est moins bien que le Seigneur des Anneaux. De base, je m'étais dit ça. Mais là, quand je les ai revus en HFR... mais je me suis pris une claque monumentale, et j'ai ressenti des trucs que j'avais pas ressenti au premier visionnage, et c'est pour ça que je vous dis que si vous les avez vus en 24 images, même si c'est en 4K, si vous l'avez pas vu en 48 images par seconde, vous ratez quelque chose. C'est une nouvelle expérience, et vous vivez de nouvelles sensations avec ce visionnage-là, et c'est complètement fou. Et oui, c'était ouf. 4 et 4,5 sur 5 pour la trilogie du Hobbit, pour la débriefologie de ce mois-ci. On rappelle que les réseaux, donc Instagram, Twitter, YouTube et bientôt TikTok de la BDR sont complètement ouverts, ainsi que le Discord, et que nous sommes partenaires avec la PGR qui va bientôt faire un événement en ligne. Oui. Et bien sûr, on couvrira l'événement. J'ai vu ça, c'est génial. Alors, on sait que Dova a fait une publication sur Twitter qui était assez intéressante, puisqu'il y a des gens qui sont confinés dans votre réalité. Et il y a une réalité sociale qui fait qu'il y a ce qu'on appelle des violences conjugales qui mènent à des féminicides.
Dova a donc pris l'initiative sur Twitter de laisser un message où si quelqu'un se sent menacé et qu'elle n'a pas la possibilité de se défendre ou qu'elle n'a pas la possibilité de parler, de le faire savoir sur Twitter par le biais d'un message codé à Dova, et Dova lui relaie directement l'appel à la police. Je retweeterai personnellement cette initiative que je salue et que j'encourage vivement. Il y a des gens qui sont confinés, il y en a pour qui c'est cool, tant mieux pour eux. Quand on est confinés ensemble, c'est plutôt cool, tu vois. Et il y en a pour qui ça va pas être drôle du tout. On a une pensée pour vous. Ne les laissez pas seuls si vous êtes conscient et que vous savez qu'il y a des agissements qui n'ont pas lieu d'être, notamment toute forme de violence qui existe dans ce bas monde n'a pas lieu d'être, qu'elle soit physique, mentale ou verbale. N'hésitez pas à le signaler aux autorités compétentes, à rappeler les numéros d'urgence que j'ai oublié, je crois que c'est le 3 19 19. Oula, alors tu me poses une colle, je suis désolé. Je crois que c'est le 3 19 19, je suis pas sûr. De toute façon, je recommuniquerai sur nos réseaux respectifs. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que dans la période assez lourde que tout le monde traverse dans votre réalité, la solidarité, l'écoute et la bienveillance sont des valeurs que nous on essaye de diffuser un maximum avec la BDR TV. Donc si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous tombez sur ce moment précis avec Raven, on vous encourage à ne pas faire les sourds et les aveugles parce que vous savez c'est l'indifférence qui est le plus dur à encaisser dans ces moments-là. C'est pareil pour le harcèlement. Voilà, 39 19. Merci Nick Temer. Voilà, n'hésitez pas à appeler le 39 19 et si jamais vous avez conscience de ça, c'est l'ignorance, c'est un facteur qui pendant le harcèlement scolaire, le harcèlement en règle générale, qui est encore plus dur pour la personne qui le subit, puisque déjà qu'elle n'est pas considérée par celles et ceux qui lui font du mal, elle passe pour inexistante pour celles et ceux qui sont témoins de l'action. Ne soyons pas complices, soyons acteurs, et si on peut permettre à ces gens-là de changer de réalité et de passer vers une réalité plus gaie, voilà, restons attentifs les uns envers les autres. Si vous repérez quelque chose de bizarre sur les réseaux, n'hésitez pas à le signaler à qui de droit. Il n'y a pas d'initiative perdue, hein. Quoi qu'il arrive, l'essentiel c'est de le faire et de le faire bien. Faites-le avec le cœur, c'est toujours important, et je pense qu'on ne peut pas se passer de ça, surtout pas en ce moment. Donc je relayerai l'appel de Dova personnellement sur ma page Twitter, je reste complètement disponible. Si problème il y a, on peut nous en parler et nous on fera le relais si nécessaire, il n'y a aucun problème. Si tu es un élève du lycée Léonard de Vinci, je te retrouve lundi et j'espère que tu as fait tes devoirs, puisque je n'étais pas censé revenir au lycée, mais fantastique, je vais retourner voir mes élèves, le CPE est de retour. Ne faisons pas de sexisme, de la violence faite aux hommes aussi. Alors non, on n'en fait pas, on ne dit pas que ça n'existe pas, bien sûr. Mais les statistiques montrent. Et voilà, c'est ça. Les chiffres ne montrent pas. Donc ça, encore une fois, nous on a quand même précisé que c'est quand même toutes les formes de violence ne sont pas acceptables. Et gros débat, mais il faut savoir que le sexisme sur les hommes, ça porte débat parce que est-ce que ça existe le sexisme sur des personnes qui sont majoritaires et qui détiennent le pouvoir? En règle générale, c'est les minorités qui subissent une forme d'intolérance, parce que nous, on est plus partisans du mot intolérance que des mots isme, mais après, chacun se fera sa propre opinion. Nous, ce qu'on défend avant tout dans la BDR TV, c'est que la violence n'a pas lieu d'être et d'exister. La réalité veut que 95% des personnes concernées par les violences conjugales sont des femmes, donc on ne peut pas faire comme si les 5% d'hommes, c'est pas qu'ils n'existent pas ou qu'ils ne sont pas importants. La violence, ceux qui subissent la violence, quels qu'ils soient, hommes, femmes, enfants, grands, petits, vieux, n'a pas lieu d'être sur personne, aucun être vivant, même pas les animaux. On l'a déjà dit, on l'a déjà répété plein de fois à la BDR TV, on est contre toutes les formes de violence, qu'elles soient verbales, mentales ou physiques. Mais le féminicide est une réalité sociétale qui pollue énormément le quotidien de nombreuses de personnes. La violence conjugale est inacceptable. Le confinement permet à certains de croire qu'ils se sont tout permis. Non, moi personnellement, j'ai un truc qui me vient aux oreilles. Crois bien que je serais très content de contacter la police. Et en plus, si c'est pas pour qu'ils contrôlent moi, alors là, c'est le feu, tu vois. Mais soyons attentifs à nos voisins, à nos proches. Et si jamais quelqu'un sur les réseaux vient nous trouver et trouve l'appel, eh ben écoutez, on fera le nécessaire pour relayer à qui de droit. Et s'il faut, encore une fois, faire ces rappels-là systématiquement pour dire que la violence n'a pas lieu d'être, on le fera à la BDR parce qu'on n'est pas violent du tout. Sauf lui vis-à-vis de moi et moi vis-à-vis de lui. Mais c'est consenti. Il faut le savoir aussi. On vous remercie d'avoir suivi ce débriefologie de la BDR TV. Je t'ai pas fatigué avec mon... Fais voir, ma calvitie. Non, ta température. T'as pas de calvitie, toi. J'ai une calvitie. Toi, t'en as pas de calvitie. C'est pour ça qu'on a des chapeaux, parce que tu te demandais pourquoi on avait des chapeaux. C'est pour cacher le poids des années qui s'accumulent et qui nous enlèvent des cheveux. Merci à vous surtout. Merci à vous surtout, parce qu'on rappelle que sans vous, il n'est pas possible de casser des réalités. La violence trouve sa force dans la peur, exactement. Et la peur est un mensonge. Il faut savoir s'en défaire. Donc, n'ayez pas peur. Soyez solidaires les uns les autres. La bienveillance.
toujours pareil. Merci la bienveillance et bonne soirée à et la vous, gentillesse. à tout le monde, bien bonne sûr. soirée à toi Litena, merci de nous avoir suivis, ça a été un honneur de tous vous avoir sur le chat. Vous êtes une grande famille dans la BDR-TV. Bonne soirée à toi aussi, le padré du 7-7. Et quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais que jusqu'à nos prochaines émissions de la BDR-TV, que vous soyez confinés ou en liberté, il est important de casser des réalités. Prenez soin de vous et à très bientôt. The misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light.